sont 7 femmes, mères de famille, en couple ou célibataires, féminines et féministes. Elles ont en commun la passion de la moto et ensemble, elles ont décidé de sillonner les routes de l'Himalaya. Ce soir, dernière réunion chez Hélène avant le grand départ pour l'Inde. Au-delà du désir de découvrir ces terres mythiques, chacune d'entre elles a dans son histoire une raison plus personnelle qui motive ce voyage. Moi, je prends ce voyage comme une récompense. Après toutes mes lectures d'Alexandra David-Néel, son entrée à Lhasa, donc pour moi l'Himalaya, c'est un premier pas vers le Tibet. Et je vais vivre ça d'une façon extraordinaire à la rencontre du peuple tibétain en exil. Alors moi, c'est quand même plus l'idée de la montagne. Hein. J'ai toujours eu, je suis pas du tout d'un milieu motard. Je viens plutôt d'un. Mon père faisait beaucoup de montagnes, donc j'ai un peu fantasmé sur les montagnes. Et j'ai toujours eu envie d'aller au Népal, au Tibet, dans l'Himalaya d'abord, la première chose. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai appris il y a pas très longtemps dans le jardin de mes parents, il y a un cèdre de l'Himalaya. Je me suis dit, ah ça y est, voilà le signe. Cette nana, bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un sacré challenge quelque part, parce que c'est pas toujours évident d'être entre femmes. Bon, il y a bien sûr la rencontre avec les gens qui vivent sur place, comment ils peuvent vivre à des altitudes aussi élevées, dans des endroits aussi inhospitaliers. J'abandonne mes enfants, j'abandonne mon mari, j'ai un nouveau boulot mais je m'en fous et je pars. Oh bah, t'as 40 ans, t'as même 44 ans. Et tu te dis merde quoi, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi et là, je fais un truc pour moi. C'est un pays que je veux découvrir, des gens que je veux rencontrer. Et puis oui, je le fais pour ma fille. Puisque Anna en est fait à 4 ans et demi et qu'aujourd'hui Anna elle parle quasiment pas. On apprend le langage des signes toutes les deux. Elle sait très bien faire moto et montagne. J'ai envie de montrer que je suis une maman qui tient la route et si je fais ça, je pourrais assurer pour elle derrière. Après 15 heures de vol, Hélène, Isabelle, Joël, Ludivine, Sophie et Sylvie arrivent à Leh, capitale du Ladakh. Cette région autonome de l'extrême nord de l'Inde partage ses frontières avec le Pakistan et la Chine et abrite la plus importante population tibétaine en exil. On la nomme le Petit Tibet libre. Malgré l'altitude de la ville, 3600 mètres, elles ne ressentent pas les symptômes du mal des montagnes, maux de tête, nausées, vertiges. C'est de bon augure pour la suite du voyage, au cours duquel elles vont gravir les plus hauts sommets carrossables de l'Inde et du monde. Pierry, l'unique homme de ce périple à moto, sera leur guide. Champion de cross et d'enduro et inlassable globe-trotter, il sillonne les routes du Ladakh depuis de nombreuses années. Au départ de Leh, leur convoi suivra les rives de l'Indus pour rejoindre Kargil et entrer dans la vallée du Zanskar. Arrivé à Padoum, capitale de la région, l'équipé rebroussera chemin pour revenir à Leh et emprunter la célèbre transhimalayenne. L'arrivée est prévue à Manali au terme de 13 jours de voyage non-stop, soit 1700 km à parcourir à travers les montagnes et les plaines de l'Himalaya. Là, ouais, on commence à bien, en effet, voir la route, la direction, les paysages. Il n'y a plus qu'à, puis les sensations un peu, mais ça va encore. Ouais, en plus, ouais. Ça va, hein, pour le moment. Puis il fait beau. Non. Donc on va aller par là. Et derrière. Et jusqu'à là-haut. Un voyage unique, monture unique. La Royal Enfield est une légende dans le monde des motards. Créée en Angleterre en 1890, la Royal Enfield a très vite conquis l'Inde, où elle est désormais fabriquée, car parfaitement adaptée aux routes accidentées des régions montagneuses du pays. C'est avec cette moto qu'elles vont gravir les sommets de l'Himalaya. Habituées à rouler en Harley ou autres Guzzi,
Pour nos bikeuses, ces petites cylindrées prêtent presque à sourire. Allez. Oh là là, le top délire. Ça ne ressemble pas du tout à ma moto. Ah bah ça c'est sûr. Les motos ont été super bien regardées, elles sont en état. Moi je les ai déjà regardées avec Sadjet. Tu peux venir Sadjet d'ailleurs, s'il te plaît? Pour Thierry, la sécurité est la première des priorités dans ce voyage. Aucune des filles n'a jamais roulé en Inde où la conduite demande une vigilance particulière. La conduite, bon bien sûr je suis devant. En règle générale, c'est celles qui le sentent moins, qui se sentent moins sûres, qui vont être plutôt derrière moi. Vous êtes tout le temps responsable de celle qui est derrière. Vous vous doublez pas. Essayez de respecter toujours une distance de sécurité pour pallier aux coups de freinage brusques. Ça peut être à l'entrée des villages, vous avez vu, il y a des petits dos d'âne qui sont super meurtriers parce qu'ils ne sont pas signalisés. Une traversée d'un animal, un camion qui fait une marche arrière après un virage. Cette fois, c'est parti. La prise en main de la Royal Enfield est quasi instantanée pour les filles. La moto est incroyablement confortable, sa vitesse et le son du moteur en harmonie avec la beauté des premiers paysages. Déjà la promesse d'un magnifique voyage. Le plaisir de sillonner les routes indiennes fait vite oublier les recommandations de Pierry. Et la Royal Enfield, aussi robuste soit-elle, peut montrer des défaillances. Première panne. Isabelle, qui fermait la marche du convoi, a dû s'arrêter pour un problème technique. Les autres ne se sont aperçus de rien et ont continué leur route. Isabelle se sent un peu La abandonnée. mécanique et moi, nous ne sommes pas amis. Je change la pompe et puis après, ça ne devrait pas repartir. Normalement, on doit toujours vérifier que celle qui est derrière roule derrière. Sinon, on ralentit et on s'arrête. Donc la fautive, c'est l'avant-dernière. Voilà, donc on va attendre qu'elle arrive et puis on va engueuler. Ça va être des exemples de règlement. Voilà, non, il faut que tu rappelles les règles. Quand tu vois pas une fille derrière toi, tu t'arrêtes. Quand j'ai regardé dans mes rétros et que je t'ai pas vu, j'ai mis les gaz pour remonter. Hein. Pour dire, j'ai ralenti un peu ça. Vous arrêtez tout, Isabelle elle est pas là, je sais pas ce qui se passe mais... Non mais c'est pas évident quoi parce que Ce qu'on fait quand on roule en groupe. on n'a pas l'habitude, on pense que tu vas arriver et puis voilà. La Royal Enfield n'a aucun secret pour Sanjay, le mécanicien. Super. En quelques minutes, il a identifié et réparé la panne. En Ladakhi, La signifie col. Le Kardungla culmine à 5600 mètres. C'est le plus haut col carrossable du monde. Entreprendre son ascension dès le deuxième jour de raid, sans être acclimaté à l'altitude, n'est pas sans risque pour les filles. Elles auraient pu supprimer cette étape du parcours, mais elles ont voulu tenter de gravir ce col légendaire. Bon, les filles, globalement un petit topo sur le Kardungla qui est à plus de 5000 mètres. Donc là on vient de faire une petite pause de manière à ce que vous réguliez un petit peu votre métabolisme sur l'altitude. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous avez mal à la tête, si vous êtes vraiment engourdi, si vous avez un petit peu des vertiges ou que vraiment vous avez des mauvaises sensations. À ce moment-là on serait obligé de redescendre parce que ça passe tout de suite en redescendant. Le code c'est le même que sur les routes. S'il y a vraiment une qui a un problème, fait des appels de phare, voire elle s'arrête. C'est bon, on y va? C'est parti! Depuis Leh, 2000 mètres de dénivelé séparent le convoi du sommet du Kardungla. Au début de l'ascension, les routes sont d'asphalte, mais très vite, elles se transforment en chemin de pierre et de terre.
Dans la roue de Pierry, les filles restent les yeux rivés sur la route, plus dure, plus étroite. Et au fur et à mesure de leur avancée, le froid se fait de plus en plus mordant. Mais les filles le veulent, ce sommet, et elles s'accrochent. Vous êtes arrivé en haut. Ouais. Vous êtes arrivé en haut. On l'a fait. On peut mourir maintenant. Premier défi réussi. Hein. Full furious, tu m'étonnes. Devant un sky ce froid. Pierry presse son équipe pour regagner au plus vite la vallée. Il ne veut pas risquer d'être pris au piège par la nuit. À cette altitude, le jour tombe vite et les températures chutent bien en dessous de zéro. Accrochés au bord des routes, les drapeaux de prière claquent au vent et transmettent les formules sacrées aux dieux et aux voyageurs. Au Ladakh, terre bouddhiste, les temples sont nombreux, souvent construits à flanc de falaise surplombant l'Indus, fleuve sacré qui nourrit les terres arides de la région. C'est au village de Lamayaru que Pierry conduit son équipe pour découvrir le plus ancien monastère tibétain de la région, le Yundru Gumpa. À peine entrés dans l'enceinte du monastère, le chant des prières résonne. Les filles, silencieuses, se mêlent aux Tibétains qui se succèdent pour faire tourner les moulins à prière et réciter les mantras. Elles se prêtent au rituel, séduites par la portée universelle du message à envoyer. C'est exactement comme les petits langtins. Ils écrivent des prières tout autour, là, sur les tissus. Ouais. Et à chaque fois que ça claque au vent, Oui, ça fait les partir prières le partent. message. Donc à chaque fois que tu tournes, tu fais partir les prières qui sont écrites dessus pour tout le monde, le monde entier. Je pense que tu peux rajouter la tienne au passage. Ce matin, elles ont été réveillées par les récitations des jeunes moines en pension au monastère. Curieuses, elles suivent avec Pierry les derniers élèves dans leur salle de classe. Dès l'âge de 4 ans, les enfants choisis suivent des cours de tibétain, de mathématiques et de philosophie bouddhiste. Durant cet enseignement, qui dure plusieurs années, ces jeunes moines, qui sont pour la plupart encore des enfants, restent éloignés de leur famille. Ils sont petits quand même. Hein. Voilà, le grand derrière. C'est terrible d'être là, éloigné de sa famille. Sous le gâtasse. Et des enfants. Il y en a un qui m'a l'air. Il m'a ému cet enfant, il était tout au bout. Il a l'air très inspiré cet enfant. On dirait qu'il a déjà quelque chose de l'ordre religieux. Envoûtée par l'atmosphère qui règne dans le monastère et le chant des prières, Sophie a revêtu l'habit tibétain acheté à Leh pour une promenade matinale dans les ruelles du village. J'ai fermé les yeux parce que je pense que quand on ferme les yeux, je crois que la musique et les chants sont encore plus forts. Et puis ce matin, cette petite escapade sur le Shorten tout en haut de Lamayaru, c'était vraiment puissant. Éloigné de tout, mais au plus près de tout, je crois. Moi, je crois qu'on est au plus près de la vie, des hommes et des âmes. Quatrième jour de voyage. Aujourd'hui, l'équipée quitte les terres du Ladakh pour rejoindre la ville de Kargil, qui marque l'entrée dans la région du Zanskar. C'est la grande inconnue de leur périple, car rares sont les raids à moto qui s'aventurent dans cette région. Les filles, impatientes, sont prêtes à relever le défi, mais l'appréhension reste palpable.
Et tu vois les yaks marcher sur la rivière, c'est des images absolument fabuleuses. On va voir si on est capable. 80 km de piste sur la caillasse. Ça fait un peu flipper, n'est-ce pas Isabelle? Il faut souffrir hein, pour pouvoir aller au bout de son rêve, découvrir des provinces perdues au fin fond de l'Himalaya. C'est le grand jour, hein. C'est pour de vrai là maintenant, on y va. Alors, le Zanskar, c'est un gros enjeu pour vous. Parce que là, on va attaquer du tout-terrain, c'est-à-dire c'est des pistes qui suivent globalement la vallée du Zanskar avec ses chaos, son manque d'infrastructure et d'entretien. Ça va bien se passer. Je vous sens super motivé et vous l'avez prouvé quand on a fait le Karnungla. Ça veut dire que vous avez du potentiel, je dirais, mental, mais des fois ça suffit pas, quoi. Avant d'atteindre la vallée du Zanskar, plusieurs dizaines de kilomètres d'asphalte longent encore l'Indus. Ludivine, grisée par les virages au milieu des montagnes, se laisse aller à prendre de la vitesse. Pierry stoppe le convoi pour lui rappeler les règles de sécurité. Toutes, vous avez pris plus d'angles, etc. Pas pour démontrer quelque chose, mais c'est naturel parce que la route est libre, vous avez plus de trajectoire, plus de champ. Mais je peux pas vous laisser faire parce que tu as vu les camions. Oui. Bon, tu te sors à un moment parce que le virage il se resserre. Le camion qui arrive en face, il te fait pas de cadeau. Hein. Non, mais c'est sûr. Il est dans la trajectoire. Ils ont pas de frein. L'Inde, c'est ça. Hein, d'accord. Allez, super. Mais il a raison dans le sens où peut-être que je me sens un peu trop bien et puis il y a les camions et tout ça quoi. Faire attention. Cette témérité, Ludivine l'a héritée de sa famille, car chez elle, la passion de la moto a débuté il y a déjà plusieurs générations. Ma grand-mère faisait de la moto, c'était la première à avoir passé le permis moto en Meurthe-et-Moselle. Donc, et c'est elle qui a mis le pied à l'étrier à ses fils. À 95 ans, elle était encore dans le sidecar avec son fils aller faire un tour. Quoi. Donc, Qu'est-ce qu'elle dirait là, si elle te voyait sur les routes d'Himalaya en moto? Moi, que j'y aille. Que j'y aille. Ouais. Il me fait un peu pleurer. Ouais. Moi, c'était une femme fantastique, un peu mon modèle, et puis elle était vachement libre. Sur les routes du Zanskar, l'équipée croise régulièrement des soldats en faction devant les casernes. La région étant frontalière avec le Pakistan, la guerre qui a opposé les deux pays dans les années 90 est encore dans tous les esprits. Enfin, elles atteignent Kargil et ensuite ce sera l'entrée dans la vallée. À Kargil, la population y est majoritairement musulmane. La plupart des femmes sont voilées et ce sont les hommes qui occupent la rue. L'arrivée de cette femme étrangère, à moto, est un spectacle inhabituel ici et suscite une grande curiosité et un peu d'inquiétude chez nos bikeuses. C'est l'affluence. Alors là, vraiment clé. C'est impressionnant. Hein. Toute cette foule d'hommes qui nous surveillent. Cette fille qui débarque à Kargil. Voilà, ça se remarque, c'est normal. Hein. Passage obligé avant de pénétrer dans la vallée du Zanskar, le checkpoint. Pierry doit présenter les passeports de tous les membres de son équipe et indiquer la raison motivant la traversée de ces terres.
C'est un poste de police. C'est assez régulier dans l'Himalaya. Ça permet de voir qui rentre dans la vallée, qui ressort, pour des raisons de sécurité et sécurité militaire aussi, je pense, principalement, quoi. Oh, nice. Attends, je la descends parce que... Ouais, elle a un peu peur. Là. Là, encore, un peu Les bus scolaires transportant les étudiants vers la ville de Padoum s'y arrêtent également. Filles et garçons voyagent séparément. Cela ne les empêche pas de chanter et danser ensemble devant nos aventurières sous le charme. Très calme. Oui, et là tout d'un coup, et là c'est Party Bus. Pierry toujours en tête, les filles le suivant l'une derrière l'autre, le convoi traverse les hauts plateaux du Zanskar. Durant une grande partie de l'année, la neige et le froid empêchent toute incursion vers l'école. Et les rares villages installés dans ces contrées sauvages sont totalement coupés du reste du pays pendant plusieurs mois. Les rencontres sont rares, mais la chance amène les filles à croiser la route d'un yak sauvage et solitaire, animal emblématique de l'Himalaya. Et il y a des rencontres plus inattendues, plus belles encore, comme une récompense pour leur témérité de venir s'aventurer sur ces terres désolées. Côte à côte, montures sauvages et montures d'acier traversent les plaines de l'Himalaya. c'est top. C'est l'éclate complète. À un moment, on était avec Ludivine et les chevaux étaient à côté. On roulait en parallèle à eux. Ils ont traversé et après ils sont devenus devant nous. On a roulé avec eux, c'était magique. Magique, magique, magique. La journée a été riche de rencontres et d'émotions. Le Zanskar tient toutes ses promesses. La nuit sera douce et les rêves habités de décors sauvages et grandioses, même dans un campement de fortune. Pierry, la salle de bain est où? Trouvez les toilettes, vos tentes, La salle de bain et la salle de bain, je cherche. On n'a jamais dormi ensemble. Ah bah, je te réserve la nuit prochaine, chérie. La nuit prochaine, j'ai Patricia. Ah bah, je suis où? Moi, je suis toute seule. On est à côté. Oui. Pas de lumière, pas d'eau, pas de chiottes. Avant d'entamer sa nuit, toute l'équipe se réunit sous la tente. L'appréhension du Zanskar est maintenant dissipée. Toutes se sentent une âme d'aventurière, de nomade. Tu regrettes pas d'avoir découvert le Zanskar? Ah, le Zanskar, parfait. Après, avec cette fille, c'est bon. Et ça t'a pas fait trop peur justement d'avoir cette fille avec toi? Parce que tu connais pas notre façon de penser. Je pense que les gens qui choisissent des voyages d'aventure, quelque part, ils savent pourquoi et ils attendent aussi ça, quoi. C'est-à-dire si ça doit être hyper lisse, qu'il y ait des hôtels, etc. Ils demandent pas. Enfin, je pense que l'homme à l'origine, il est nomade. Et le nomadisme amène l'instant présent, beaucoup de communion sur une chose qui est unique, enfin qui est la même pour tous, c'est-à-dire on doit arriver à un point. Et ça lie les gens parce qu'il y en a qui traînent, il y en a qui... Mais on leur fait jamais le reproche.
On pouvait faire seulement le Ladakh, Ouais. mais il y avait quelque chose de plus. On était toutes les 7. Il y avait déjà cette histoire au féminin, et il fallait aller jusqu'au bout de quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'alors. Dans cette partie de la vallée, les choses sérieuses commencent. On roule à 15 km/h maximum. Les yeux rivés sur la piste afin d'éviter les crevasses et les blocs de pierre tombés de la falaise, chacune des filles suit la trace dans la roue de la coéquipière qui précède, passée sans encombre. Premier écart, et c'est la sanction pour Joël. Plus de peur que de mal. Mais cette première chute entame un peu la confiance de Joël. Il fallait prendre le chemin de droite et les cailloux étaient beaucoup moins forts. Et j'ai pris le chemin de gauche, donc ce qui fait que ça, j'ai pas maîtrisé. Voilà, j'ai pas maîtrisé. Bon, T'es monté du cul et du coup tu perds ton équilibre J'ai et... pris un risque parce qu'en fait j'aurais dû aller à droite, là où tu es passé. Tu tombes plus, tu laisses la place aux autres. Chacune notre tour. Moi j'ai fait ça le premier jour, ça y est, c'est passé. Cette promesse d'Isabelle n'aura pas le pouvoir d'éviter les difficultés à venir. Premier passage à guet, obstacle tant redouté par les filles. À certaines périodes de l'année, le niveau de l'eau les rend infranchissables. En été, le niveau est moins important, mais suffisant pour cacher les pierres sur lesquelles les motos pourraient déraper. L'envie de franchir ce passage est plus forte que la peur, et toutes s'élancent sans hésiter. Au second passage du gué, l'excès de confiance ou la trajectoire mal négociée viennent rappeler à Sophie la dure réalité du terrain. Elle a lourdement chuté sur la roche. Et ça va? Putain, si j'avais pas de casque... Ah bah l'autre fois quand j'ai glissé, je suis tombée sur la tête. Hein. Non, là je... T'es tombée sur la tête? Je t'ai éclaté. Là j'avais pris ça. T'as pas ton bleu toi encore alors? Ça fait mal la jambe. On va prendre des photos ce soir parce que... Comment ça Ouais, c'était de mal. Bah, Nulle part, enfin là, un peu je- comme ça, ouais. Comme ça. Mais pourquoi vous avez enchaîné là? Ouais, il faudrait s'arrêter. Vous n'aviez aucune raison de... Ben, bien sûr. Mais la moto par contre elle a dû morfler. Hein. Pas grave, moi. Et là un peu l'optique. Ouais. Mais alors, t'es debout là. Ah, Qu'est-ce que tu fous toi? qu'est-ce que tu fous? La deuxième partie en descente, tu prends un peu de vitesse. Et souvent, ce qui est meurtrier, c'est quand tu es déporté et tu as ta roue avant qui vient taper sur un caillou. Et là, c'est certainement ce qu'elle a dû faire. Et là, ça Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? dans ces cas-là, c'est trop tard. Donc, il faut s'arranger. C'est pour ça qu'il faut calculer un peu la trajectoire. Donc, la prochaine fois, vous attendez, je passe. c'est notre premier passage à gué. Hein. Vivement le deuxième. Sophie en est quitte pour une belle frayeur et un rappel à la prudence à toutes, si elles veulent aller au terme de leur périple. La nuit a été réparatrice et au matin, la bonne humeur prédomine. Les chutes de la veille sont de vieux souvenirs et tout le monde est à nouveau d'attaque. Hélène, Sophie et Isabelle exhibent avec fierté leurs blessures comme des trophées durement gagnés. T'exagères. Ah bah attends, il y a du monde. il est très beau. Franchement, tu mets tes lunettes, ça va faire psychédélique. La route, elle est en rouge et la rivière est en bleu.
La capitale du Zanskar marque la fin de la traversée de la vallée. L'équipée va rebrousser chemin pour retrouver Leh et continuer son parcours vers le sud. Auparavant, Pierry emmène les filles visiter une des merveilles du Zanskar, le monastère de Karcha. Célèbre pour son architecture, il a été construit au Xe siècle. C'est le monastère bouddhiste le plus important et le plus grand du Zanskar. Il abrite près de 200 moines et lamas. Hélène est celle qui s'interroge le plus sur le rôle des religions dans l'existence. Le bouddhisme a sa préférence et l'incite au questionnement sur le sens de la vie et de ses vraies valeurs. Ce que j'aime dans la religion bouddhiste, c'est que l'humain, c'est qui est au centre. C'est l'impression qu'elle me donne. C'est on croit en l'homme et c'est l'homme qui peut faire de belles choses. Alors que les autres religions, c'est plutôt faites attention, il y a une puissance divine qui va fondre sur vous si vous faites des choses pas bien. Pour moi, c'est pas une religion, le bouddhisme, c'est plutôt un état d'esprit. Une philosophie. Une philosophie, et cette philosophie, je suis assez sensible à celle-là. Pour moi, la religion ne doit pas être une contrainte. Ouais. Donc, à partir du moment où une religion t'interdit de faire des choses ou t'oblige à faire des choses, pour moi, je ne peux pas. Je fais ce que je veux quand je veux. Je me demande, j'ai pas d'avis à demander. Voilà, c'est naturel. Faut avoir un sacré caractère. Moi, je sais que je suis incapable de le faire, hein, parce que je suis trop dans la famille, dans tout ça. Mais ouais, je peux comprendre. Des fois, ça me tente. J'aimerais bien, mais c'est pas dans mon caractère, impossible. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être bien. Voilà. Voilà. Excuse-moi, j'ai encore pleuré. Ils sont mignons, ces enfants. J'ai une vie à 100 à l'heure. Je fais plein de choses. Je me suis occupée de trop de choses. Je n'aurais pas dû m'occuper de toutes ces choses. Et là où je suis bien ici, c'est que justement, j'ai rien à faire. Pourtant, je suis aidée, hein. J'ai une famille qui m'aide et tout, j'ai des enfants super, un mari super, mais je prends trop de choses sur moi. Et puis bon, on a toutes des histoires assez poignantes. Donc je pense que ce voyage, la moto, la fatigue, et puis toute la spiritualité, ça ne fait qu'exacerber nos caractères peut-être, je sais pas. Voilà. Durant les mois d'été, les bergers profitent des températures plus douces pour emmener les bêtes dans la montagne. À l'aller, les filles avaient croisé le chemin de ces bergères dans la vallée de Sourou, isolée de tout. Émues par ces femmes et ces enfants, elles avaient promis de revenir. À leur vue, une des femmes entame spontanément un chant de bienvenue. Émotion pour les filles de les revoir, presque gênées d'apporter avec elles quelques présents. Comment on dit, des mots? Montre-lui les lunettes. Les lunettes. The glasses are made to read and watch very. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon, on a pris les bonnes pointures, j'espère. Faut qu'elle les mette juste pour voir. Okay. Are they living here all the year? No, Or just for the 3 months only. 3 months for the summer, for the animals. Yeah. Dasum to America. Dasum. 3 months.
Okay. And after they go back, where they live? And where are the men? Home? And what are they doing at home? Ils sont où les hommes? Ben, les hommes apparemment ils sont au village. Mais après que tranquille, Émile, j'ai envie de dire. On sait pas. Abdoul il a rigolé mais il n'a pas traduit. Donc. Est-ce qu'elles sont bien son mec? Enfin, elle respire. C'est triste quand même de rester 3 mois toute seule comme ça. Quoique, je suis pas sûre. Je pense qu'elles sont bien. Avec le lait de Dri, la femelle du yak, les femmes fabriquent une sorte de fromage blanc. Celui-ci est tout frais et la doyenne de la bergerie l'offre avec générosité à leurs visiteurs bienveillants. Il est un peu acide, hein. Mais, Les filles ont tenu leurs promesses. Elles repartent avec le sentiment d'avoir apporté un peu d'aide, d'attention à ces femmes et leurs enfants. En remontant la vallée pour quitter le Zanskar et retrouver les routes goudronnées du Ladakh, le convoi doit à nouveau franchir le gué où Sophie a lourdement chuté. Ça, c'est la méthode indienne. Chacun avance jusqu'à ce que ce soit impossible et après, on trouve un truc. Mais ils y arrivent, hein. Bon, pour la petite histoire, à l'aller, c'était compliqué. Ça allait un peu moins d'abord parce que ça monte. Donc vous allez moins prendre de vitesse. Globalement, dans les pierres, c'est de visualiser et ensuite de faire une ligne la plus droite possible. Parce que dès que tu inclines ta roue, ça t'envoie d'un côté, donc tu as un déport de poids. Et là, après, tu ne maîtrises plus du tout ta trajectoire. Toi, tu as de bons souvenirs, là? J'essaye de retrouver mon caillou. Et après, tu vises là. Cette fois, Pierry ne laisse personne prendre la moindre initiative et guide chacune des filles pour ce passage à gué que tout appréhende. Accélère un peu là, doucement. Laisse tomber. T'es sorti de la trajectoire. Allez, vas-y, accélère, c'est bon. Allez, après, à gauche, vous voyez. Accélère, accélère. On dit que la peur donne des ailes, même aux motos. C'est un autre style, c'est un peu plus rodéo, mais on sent qu'il y a de l'énergie et surtout. On aurait dit un cabri qui sautait, tu sais. Elles ont une caboche qui les fait avancer, quoi. Il n'y a pas d'a priori. Je suis assez fier qu'elles m'écoutent, qu'elles aient confiance et puis voilà, ça se passe bien. Bon, c'est le dernier poste de police, ça veut dire que là vous avez la route qui continue sur la vallée de l'Indus, on était toujours sur l'Indus. Ouais. Et là on retourne, si vous avez vu la grande pancarte, Manali, 425 km. Donc là on commence vraiment la Trans-Himalayenne. Allez, go for it. Okay. Sur leur route, les filles vont croiser ces hommes, transis de froid. Ils viennent du sud de l'Inde et du Népal pour la plupart. Ce sont les road builders, les bâtisseurs de routes. À l'aide de pelles, dans un froid polaire, ils charrient les gravats arrachés à la terre par les pelleteuses. Ils sont la main-d'œuvre principale de la Broad Road Organization, société en charge de la construction et de l'entretien de la Trans-Himalayenne. Depuis les années 90, la Trans-Himalayenne suit le tracé de l'ancienne route de la soie et permet de relier la vallée de l'Indus au haut plateau tibétain et aujourd'hui à nos aventurières de traverser ces montagnes. Elles atteignent un nouveau sommet, le Taglangla, second plus haut col carrossable de leur périple. Et à 5300 mètres. 300 mètres. 5320, c'est froid. C'est pas grave, c'est pas grave. Take it, take it, take it.
Ça peut être vite. Le deuxième été. Non mais c'est pas que la montée est dure, ce qui est dingue je trouve, c'est ce qu'ils appellent les road builders, les mecs qui font la route. C'est incroyable. C'est même pas humain quoi. C'est pas humain, ouais. C'est pas humain. Quelques kilomètres plus bas, elle rencontre d'autres road builders. Ceux-là ont en charge de colmater la route endommagée par le fleuve et les intempéries. C'est un travail sans fin parce que c'est sans fin. Cette montagne, c'est du sable. C'est tout est friable. Dans 2 mois c'est l'hiver. Ouais, ça va faire moins 20, moins 30. Tout va craquer. Je vais leur donner mes chaussures. Ludivine offre spontanément une paire de chaussures à l'un d'entre eux, chaussés de simples sandales. Cool. Loin des sommets, le froid est moins rude et le soleil se fait plus chaud. Pierry guide le groupe vers une merveille de la nature, le lac de Tsokar. À l'écart de la route, les filles découvrent au milieu des montagnes ce lac salé d'un bleu turquoise, né des bouleversements géologiques de la chaîne de l'Himalaya. C'est impressionnant parce que tu voyais les trous blancs, tu savais pas trop si c'était de la neige, du sel, au loin. Voilà. C'est une route qui va au petit village qui est là-bas. Et après, en continuant par la route, on aperçoit souvent les kiangs qui sont dans cette partie-là. On va le rabattre avec, en moto. On va faire les co-girls. Le kiang est le plus grand âne sauvage au monde. Il vit en troupeau sur les plateaux tibétains. Ludivine s'est lancée à leur poursuite. Mais approcher cet âne sauvage du Tibet n'est pas chose facile, même à moto. Et Ludivine, c'est qu'au Far West, elle essaie de les rabattre. Non, ça a l'air d'être des sacrées bêtes. Oh là là! Putain, c'est génial! Je peux même pas dire à combien de kilomètres j'allais, j'essayais juste... Un peu plus de 70 pour les... Enfin, quand il démarre. Hein. Ouais. Puis après, il se fatigue un peu, mais... Là, je peux dire... C'était quoi la phrase? C'est là que c'est beau. Ah, c'est vraiment super chouette, quoi. C'est chouette. Merci, Pierry. De nous les avoir rabattus. Ouais. Après plusieurs jours passés dans les plaines désertiques, l'équipée retrouve la ville. Reste à trouver un hébergement digne de ce nom où elles pourront récupérer. Pierry ne leur a pas laissé grand espoir. Il nous a fait une blague en fait. Il nous a fait une blague. On va avoir une douche. On devait dormir dans un campement tout pourri. Toute la journée, il nous a laissé mariner dans notre poussière dégueulasse. On était partis pour se dire qu'on se laverait dans 5 jours. Et le petit saligot de Pierry, il savait. I'm the best. Et vous avez regardé s'il y a de l'eau chaude avant de crier victoire? On s'en fout déjà, il y a des robinets. Ouais. Je m'en fous, c'est du dur. On va pas se peler comme hier soir. Il faut que... Bon bah, on va se laver. Cette petite fille Ladaki en grande conversation avec Sophie a à peine 3 ans. Sophie lui montre l'album photo de sa fille Anna qu'elle a emporté avec elle.
Sans la moindre difficulté, la petite fille répète les mots français que Sophie énumère, même celui de sa fille. Alors que sa fille Anna, âgée de 5 ans, prononce seulement ses premiers mots, la petite tibétaine égrène les mots français avec une facilité déconcertante. Sophie est émue de ce partage inattendu et décide de laisser quelques photos de sa fille en cadeau à la petite tibétaine. Anna et le chien? C'est là? Ok. On y va alors, j'y vais. Au revoir. Donc sa dernière étape, et pas la moindre, hein, avec le rotang, la neige, snow, Snow. la boue, la gadoue. On monte vers la brume là-haut. Les sommets étaient beaucoup moins enneigés. Contente d'arriver quand même au bout du circuit proprement dit, parce que c'est vrai que ça finit par être éprouvant à la longue. Mais ouais, un peu triste aussi, parce que c'est les derniers jours. Moi je suis assez excitée. J'ai hâte de voir le fameux rotang là. Hein, il est à 5000. Non, il est à 3009 le rotang, il est pas très haut. Mais c'est pas un col, 3009, c'est rien ça. Rotang, c'est Tados. Voilà. Il y a une époque quand même, dans la route de la soie, il y a quand même on va rouler sur quelques cadavres. Voilà. Donc, take care. Avant d'entamer l'ascension du dernier col, elles doivent affronter un obstacle d'une autre nature. Ce sont les centaines de camions qui empruntent cette partie de la Transhimalayenne, frontalière avec le Pakistan. La plupart des convois ravitaillent les casernes en vivres et en carburant. Au milieu de ces monstres et de l'air rendu irrespirable par les gaz d'échappement, les filles avancent mètre par mètre pour passer le pont qui ouvre la route vers le Rotangla. C'est incroyable, c'est génial. Tu te demandes comment tout fonctionne, quoi, mais ça passe. C'est fou. Comme pour marquer leur étape finale d'une épreuve supplémentaire, le temps s'est dégradé et les camions ont transformé les routes en chemins boueux impraticables. On patine, on dérape, on tombe, on craque. J'en peux plus. Thierry vient alors à la rescousse. Il faut plusieurs heures aux filles avant de sortir de la boue. Sous les encouragements des Indiens massés sur les bords de la route, c'est la délivrance. Et enfin, à nouveau, une route praticable qui mène vers le sommet.
Maintenant, l'équipée entame la descente vers la ville de Manali, ultime étape du voyage. Arrivées à Manali, les filles explosent de joie sous le regard incrédule des habitants devant cette équipée féminine heureuse et bruyante. C'est fini! On l'a fait les filles, allez-y, klaxonnez! Anna, maman l'a fait! Hélène, Isabelle, Joël, Ludivine, Sophie et Sylvie ont réussi leur pari. Elles ressortent grandies de cette épreuve et chacune a trouvé les réponses aux questions qu'elle était venue chercher. Elles ont conquis l'Himalaya. Je pense que c'est moi le héros quand même. Ça aurait fait rêver un paquet de mecs, mais il fallait s'y coller quand même. Hein. Oh, arrête, on était ça. C'était un vrai bonheur. Vraiment. Elles ont été très très fortes. Ah ouais, hein? Très très fortes. Attention.